Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gens, j'ai l'info que vous voulez. Oh oui, aujourd'hui un gros sujet est à l'horaire. Et oui, vous avez deviné, je vous parle bien de la domination américaine complète dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela peut expliquer plusieurs événements se passant dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement et de seulement vous plonger dans l'univers fascinant de cet événement qui a changé et change encore le monde d'aujourd'hui. Donc, sur le Titanic, tout le monde disait que la vie était meilleure en Amérique. Il y avait le rêve d'un bonheur fou, d'une meilleure vie, d'une richesse, d'une prospérité inimaginable. Est-ce que c'était seulement un mythe ou une affirmation qui était véridique? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question qu'est-ce qui explique le pourquoi la série de fin de saison de baseball s'appelle la Série mondiale? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui expliquait le pourquoi tout le monde voulait aller en Amérique, pourquoi cette série porte ce nom et pourquoi les États-Unis d'Amérique sont fortement montés en puissance à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Cela commence dès le début des États-Unis. Au début du 19e siècle, avec l'industrialisation massive du pays, où l'on voit arriver tranquillement un modèle économique très simple, mais qui va se développer jusqu'au début du 20e siècle. Et ce modèle veut à tout prix la recherche du profit, soit le capitalisme. C'est quelque chose qu'on entend vraiment parler beaucoup aujourd'hui. Donc, commençons avec un bref historique du système capitaliste américain. Avec des innovantes technologies comme la machine à vapeur, les nations du monde entier, dont les États-Unis, se rendent compte que tout est désormais possible. Il va être possible de produire beaucoup plus en mécanisant notre production, d'atteindre de plus grands marchés de vente avec le développement du chemin de fer et de développer nos villes beaucoup plus vite. Comme New York, la capitale économique des États-Unis, qui va devenir tranquillement mais sûrement la capitale du nouveau système de pensée américain, avec ses prouesses d'ingénierie, ses gros bâtiments et l'acier qui est désormais transformable avec ses nouvelles machines. Plusieurs personnes profitent donc de l'opportunité pour acheter l'Amérique et s'approprier son développement en dirigeant ce qu'on va appeler désormais des monopoles. Comme vous pouvez en douter, cela ne s'est pas fait de manière égale pour tous, mais plutôt mis dans les mains de quelques familles déjà bien nanties qui vont en profiter pour s'enrichir toujours plus. Que ce soit Rockefeller avec le pétrole, Carnegie avec l'acier, Henry Ford avec l'automobile ou JP Morgan qui possédait à peu près tous les pans de l'économie américaine, ces familles s'enrichissent énormément, même certaines étant plus influentes et riches que le gouvernement américain au complet. Par exemple, Rockefeller, John D. Rockefeller, qui à un certain moment était plus riche que le gouvernement au grand complet avec ses 129 millions de dollars de l'époque. Les grandes familles exerçaient leur influence avec l'achat de sièges au Congrès et donc à d'avoir un droit de regard en leur faveur sur les politiques du pays. Elles s'enrichissent sur le dos des ouvriers, travaillant désormais dans des usines mécanisées, mais avec aucune sécurité d'emploi et de très mauvais salaires. Mais ces usines produisent désormais massivement, tout en modernisant, développant et rendant le pays de plus en plus puissant. Un autre aspect qui permet à l'Amérique d'être aussi développée et puissante est la philanthropie. Les plus riches en développement, les plus riches en développent une obsession. Je m'excuse. Ils donnaient une grande part de leur fortune dans la construction d'infrastructures, dans la construction de programmes sociaux pour le pays et dans leurs fondations créées pour défendre certaines causes et ce, sans payer d'impôts. Ils sont contents les riches, vraiment. Plus tard, la philanthropie américaine va se transporter à l'étranger, notamment avec Bill Gates et Warren Buffett,
pour prôner une égalité des chances pour tous, ce qui donnait des emplois et qui rendait les pays encore plus développés, ce que d'autres pays malheureusement n'avaient pas le privilège d'avoir, car il faut se rappeler que les Américains ont la plus grande proportion de riches par million d'habitants au monde. 22 000 millionnaires, c'est beaucoup. Donc, beaucoup de leurs fonds que d'autres pays n'avaient pas pouvaient moderniser le pays et ils ont pris de l'avance dans la modernisation sur les autres pays puissants européens. Ces familles sont donc les précurseuses d'un nouveau modèle économique qui est en train de se mettre en place, le capitalisme. Un système qui est initié par les plus riches Américains qui ont développé et créé les États-Unis d'Amérique et qui veulent exporter ce modèle d'économie à travers le monde. C'est à cause de cela qu'il n'y a pas le nom mondial qu'il y a le nom mondial dans la série au baseball, car les pays s'en servent, le pays s'en sert pour affirmer au monde entier que c'est lui qui contrôle tout et qui est le plus puissant, et ce, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays s'est mis à administrer tous les pays qu'elle avait vaincus un peu partout dans le monde. Elle se sert donc de cela pour développer une économie où que c'est elle et seulement elle la supposée partenaire économique la plus fiable, l'alliance économique pour faire des affaires de manière imposée dans le monde entier. Cela démontre au monde entier que l'Amérique ne s'arrête pas aux frontières du pays, mais qu'en fait, elle est présente et domine dans le monde grâce à son statut de patron, notamment dans l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, notamment aussi au fait qu'elle est une puissance nucléaire et qui a permis de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Et l'OTAN lui donne une armée qui lui sert pour protéger son accès privilégié aux ressources mondiales, qui lui sert à garder son économie toujours la plus puissante au monde, notamment en protégeant les champs pétrolifères du Moyen-Orient ou tous les minéraux stratégiques de l'Asie centrale. Le capitalisme, c'est un système qui veut seulement le profit personnel dans un mouvement libertarien où tout le monde peut faire ce qu'il veut avec son argent, mais peut aussi profiter du système sans craindre des sanctions, comme 2 secrétaires au Trésor américain l'ont fait. Andrew Mellon a profité de la vulnérabilité du système durant les années 20 et ces profiteurs ont entre autres causé la crise de 29 ou même, preuve que ce mouvement ne s'essouffle pas, Henry Paulson a fait la même chose au début du 21e siècle qui, encore une fois, a contribué à une des plus grandes crises de l'histoire des États-Unis, crise financière, celle de l'immobilier en 2008. Ce système peut être caractérisé aussi par la domination et une connaissance dans le domaine de la justice pour défendre et justifier devant celle-ci les décisions que tu veux faire paraître comme tout à fait légales qui ont mené à ton expansion fulgurante ainsi qu'à ton enrichissement personnel. Ces 3 mots vont définir un système qui domine encore énormément dans le monde occidental d'aujourd'hui. Cependant, ce système est très fragile. Pour preuve, lors des 2 crises majeures américaines, celle de 29 et de 2008, plusieurs personnes étaient bien nantis et ils s'étaient fait une fortune sur ce système basé sur la confiance des investisseurs. Mais malheureusement, ils ont tout perdu. Beaucoup d'entre eux se sont enlevés la vie car ils croyaient tellement à ce système que le choc a été trop brutal et la pente de se refaire une fortune était trop dure à remonter. C'est un système qui est vraiment basé sur une relation de confiance et la domination, un chacun pour soi totalement libre. Aujourd'hui, avec les instabilités à tous les niveaux que le monde connaît et l'émergence d'un sentiment anti-occidental et anti-américain de la part de plusieurs pays, la confiance des investisseurs est en baisse constante, tout comme la domination américaine. Le plus bel exemple de cela est le 11 septembre 2001, que vous connaissez tous, ou la crise économique de 2008. Le monde a réalisé que les Américains n'étaient pas invisibles. On pouvait les rendre inconstants. Et toutes les actions des plus grandes compagnies se sont écroulées en un rien de temps, emmenant le pays, les 2 fois, en récession, petite ou grosse, car les investisseurs n'avaient plus confiance en les autorités américaines et en l'économie que ces derniers gèrent. Donc, on a vraiment un système
capitaliste. Le prochain chapitre va aborder les origines de la domination économique américaine d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi dominante? Près de 3 000 milliards de dollars par année. L'âge d'or de l'Amérique, le Golden Age of America. Une augmentation de fortune de plus de 6 000 % depuis l'entrée des nouvelles technologies sur le marché. Plus de 22 000 millionnaires. Paradis fiscaux. Apple, Walmart, Amazon, Exxon. Toutes ces compagnies américaines sont parmi les plus puissantes au monde. Mais d'où vient le fait que ce sont les États-Unis qui remportent la palme du pays le plus représenté dans le palmarès annuel des compagnies les plus riches du monde? Eh bien, nous allons remonter un peu dans le temps, plus précisément à la fin de la Seconde Guerre mondiale, période très importante dans l'histoire américaine, qui pourrait expliquer en quelque sorte pourquoi les États-Unis sont si puissants aujourd'hui. Durant le conflit le plus meurtrier de l'histoire, les États-Unis étaient impliqués à la suite de l'attaque de 1941 dans la guerre et vont modifier leur économie et la mettre au stade d'économie de guerre. Un concept qui voulait qu'on maximise la production et de toujours produire plus en gardant les usines ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais par contre, ce qui n'était pas produit n'était pas suffisant. Le mode d'ordre était toujours plus. L'État investit donc dans de nouvelles usines et lieux de production pour produire encore plus parce qu'on voulait gagner la guerre. Donc, à la fin de la guerre, ces usines ont été reconverties à l'économie civile, les nouvelles usines que je parlais du gouvernement, mais comme elles ont déjà été construites et qu'elles disposaient de la main-d'œuvre nécessaire pour continuer à fonctionner, notamment, on ne va pas oublier les femmes qui ont été fortes et qui ont joué vraiment beaucoup dans la guerre, qui ont remplacé les hommes quand ils étaient partis au front. La production civile américaine après-guerre a explosé à cause de la main-d'œuvre. Tellement que le revenu des États-Unis a triplé du début des années 30 jusqu'en 1945. Mais vraiment, une chose importante, c'est qu'il n'y a jamais eu de combat sur le territoire à part l'attaque de Pearl Harbor. Ce pays n'est donc pas ravagé matériellement et les États-Unis vont profiter au maximum de cet avantage sur leurs alliés de partout à travers le monde qui, eux, leurs pays sont ravagés et il est nécessaire pour eux d'entamer une reconstruction complète à tous les niveaux. Donc, comme j'ai mentionné, les États-Unis n'étaient pas ravagés, donc ils héritent du statut de sauveur de l'Europe. Ils vont vraiment en profiter pour s'affirmer comme première puissance mondiale et comme un pays de référence et d'aide en cas de besoin. L'aspect de domination du système économique américain prend donc un autre niveau. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont les premiers au monde à disposer de l'arme nucléaire. Et ils vont en faire un atout de taille dans leur manche pour le début de la guerre froide avec les Soviétiques. Pour aider les Européens à se relever de la guerre, ils vont signer des accords de coopération économique avec plusieurs pays alliés qui étaient sensiblement les mêmes. Les accords, je parle. Les accords disaient que les Américains peuvent s'implanter dans le pays et y mettre des bases militaires, parfois avec des armes nucléaires, pour empêcher les Soviétiques d'avancer en Europe en échange de garanties de sécurité grâce à leur politique de dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, si vous ne le savez pas, c'est quand même très simple comme concept. Si vous me faites quelque chose et que je suis en désaccord, je peux semer le chaos dans ton pays. Donc, avec cela, ça permet de garder le calme vraiment partout en Europe parce que personne ne veut provoquer personne tout en démontrant ta puissance et ta force de frappe. Un des meilleurs exemples est la partie occidentale de l'Allemagne, qui a permis aux Américains d'installer leur plus grande base militaire d'Europe, soit celle de Ramstein. Au niveau des chiffres, les prêts américains pour l'Allemagne représentent environ 15 milliards de dollars de valeur de 2017. Et ça, avec les intérêts, ça l'enrichit et rend encore beaucoup plus en position de force l'État américain. Le but était simple. Comme moi, les États-Unis, je suis venu comme le libérateur, j'ai libéré ton pays, eh bien, tu me dois ça. Donc, je vais te prêter de l'argent pour implanter mes entreprises et les faire dominer
En échange, je vous garde en sécurité et je vous aide en cas de besoin. Maintenant, mettons ça en contexte avec un exemple clair. Les Américains ont remis sur pied le secteur énergétique européen avec des donations dépassant le 1,5 milliard de dollars de l'époque. Et grâce à cela, les Européens ont pu être alimentés en énergie, une source vitale, grâce à la construction par la Standard Oil de Rockefeller, la plus grande compagnie pétrolière américaine et du monde, de terminaux et d'oléoducs qui permettent d'alimenter l'Europe, ce qui est très crucial. À titre indicatif, en 30 ans, sous la Standard Oil, la production de pétrole exportée vers l'Europe, en grande majorité, s'est multipliée par 10. C'est énorme, allant jusqu'à 500 millions de tonnes de pétrole en 1970. C'est des sous vraiment en poche, du cash en poche. C'est une affirmation claire que c'est les Américains qui tiennent l'Europe à bout de bras. C'est le début d'une relation de dépendance face aux Américains qui, eux, font toujours plus d'argent. Pour confirmer tout ça, nous avons qu'à regarder le PIB américain de 1970 par rapport à celui de 1945. Il a plus que doublé. Après le pétrole, il y a bien évidemment la technologie, du grand profit et une nouvelle arme pour attaquer et déstabiliser tes adversaires, une arme informatique, les cyberattaques et tout ça. À partir de 1970, toutes les grandes compagnies technologiques dont tout le monde maintenant a besoin, que ce soit les téléphones, Facebook, Apple, Microsoft, eh bien, ils se retrouvent tous aux États-Unis, ce qui augmente encore plus la dépendance des pays envers les États-Unis, car ce sont eux qui possèdent les chaînes de production de cette technologie. Les États-Unis vont devenir encore toujours plus puissants, car ils vendent toujours plus d'appareils, comme pour le pétrole d'après-guerre, toujours encore plus puissant. Cette relation est encore visible aujourd'hui avec les enjeux de tarifs de M. Trump qui démontrent à quel point l'Europe n'est pas ouverte économiquement sur le monde et que sa survie et sa force économique dépendent à grande majorité des Américains. À titre indicatif, 1/5 des exportations de l'Union européenne vont vers les États-Unis chaque année, ce qui est énorme et démontre très bien la présence américaine accrue en Europe, toujours présente, et la dépendance envers les Américains qui ne cesse vraiment de perdurer. Donc les gens, j'espère que vous aimez votre visionnement et si cela est le cas, n'hésitez pas à aller activer la cloche et à vous abonner. Ou sinon, un petit pouce bleu peut faire du bien. Si la vidéo atteint 1500 pouces bleus, je fais une série de 3 vidéos sur le sujet qui va revenir le plus dans les commentaires. C'est la meilleure manière de me soutenir et cela me permet de vous offrir des vidéos d'encore meilleure qualité sur tous les types de sujets, sur tous les intérêts. Sur ce, de retour à la vidéo et en espérant que vous passez un bon moment. Donc, maintenant, un prochain chapitre que nous allons aborder, j'en ai déjà un peu parlé, mais on va en parler plus, c'est la guerre froide et le plan Marshall, qui avait vraiment un revers vraiment idéologique pour gagner la guerre froide. Évidemment, c'est bien beau reconstruire un pays au niveau matériel, c'était le but du plan Marshall, mais les Américains ont aussi une autre idée en tête avec ce plan. Vraiment, s'imposer idéologiquement face aux Soviétiques et devenir en quelque sorte la nation qui joue la police partout dans le monde. Le plan matériel et idéologique était présent dans pas mal tous les pays à l'ouest du rideau de fer. On se rappelle, c'est la jonction entre le capitalisme et le communisme en Europe. Mais les communistes sont toujours présents à l'ouest et ils essaient de résister à l'importante poussée américaine, mais ça sert à rien. Les Américains sont beaucoup trop puissants et influents. Pour s'assurer d'être les plus puissants en Europe, les Américains ont même pensé à ajuster le message en fonction de chacun des pays. Tout a été pensé, vraiment tout. Certains gouvernements, par contre, baissent l'intensité du message et le modèrent, comme en Angleterre, pour satisfaire la population et qui est un peu mécontente de la présence américaine sur le territoire. Une fois la reconstruction terminée, les Américains se sont dit non, on va pas s'en aller, on va profiter de ça et faire une sorte de chantage.
Ce n'est pas pour rien que l'historien David Ellwood, un célèbre historien, a appelé le plan Marshall comme la plus grande opération de propagande jamais réalisée. Même si les Américains n'ont jamais cessé de dire que cela n'a jamais été de la propagande. Quand même assez drôle. Je vous ai aidé, mais maintenant, je vais rester dans le pays et vous prenez des décisions en ma faveur, moi, les États-Unis. Principalement je veux pas que les Soviétiques et le communisme rentrent dans le pays. Donc, les États-Unis vont imposer leur manière de penser à toute la population, mais vont aussi forcer les gouvernements à prendre des décisions économiques en faveur des grandes compagnies américaines. On peut voir ça notamment avec une statistique qui date de 1959 qui démontre que les compagnies américaines sont les plus riches dans plus d'une dizaine des plus grands secteurs économiques et commerciaux du monde. Ces compagnies avaient vraiment beaucoup de pouvoir car beaucoup de chefs de ces grandes entreprises ont participé à la rédaction du plan Marshall. Avec ce plan, ils sont contents car l'Europe fait encore plus des affaires avec les États-Unis et ces riches ne cessent de s'enrichir. Toujours plus. Pour veiller à leurs intérêts et ceux du gouvernement américain, les États-Unis ouvrent des bureaux de gestion du plan Marshall et y envoient des agents et du personnel administratif pour s'assurer que l'instauration du plan se déroule bien et au besoin d'ajuster le message. C'est tout un mode de vie et un mode de pensée qui est implanté par la présence américaine partout en Europe. Ils font la promotion du slogan « Soyez juste comme nous ». Ces mots sont remplis de signification car cela encourage à être comme les Américains, mais la force des mots les oblige à adopter ce mode de vie en quelque sorte. Ce plan prône aussi une diffusion forte d'un sentiment anti-communiste et d'un sentiment pro-américain, comme avec le fait qu'il faut moins d'heures de travail, ce que les Américains affirment, pour se procurer une voiture américaine qu'une voiture soviétique, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Mais encore une fois, Ellwood a dit que c'était de la propagande. Donc, ce sentiment pro-américain est aussi diffusé dans des émissions de télévision, des émissions de radio, des spectacles de musique à l'américaine, de la littérature américaine qui inonde les bibliothèques européennes via la toute nouvelle publicité à la télévision ou même la plus grande accessibilité à l'histoire des États-Unis en fournissant des copies de la Déclaration américaine d'indépendance de 1776 un peu partout, notamment. Donc, tout le monde entend parler des Américains. Cela incite les gens à acheter américain car les produits sont moins chers et leur demandent moins d'heures de travail pour se les procurer. C'est le débat du mode de vie à l'américaine et du rêve américain, où le concept de l'acheteur citoyen est fortement présent dans le message diffusé. Brièvement, cela vient du fait que durant la guerre, les besoins étaient limités et ils étaient fournis par l'État, notamment en rationnant les aliments. Mais maintenant, une fois qu'on a gagné la guerre, tu peux et tu dois acheter car c'est une responsabilité citoyenne nécessaire pour avoir une société riche et puissante et tout le monde le fait. Donc toi aussi, tu te sens obligé de le faire aussi. Des fois, la société t'oblige à faire quelque chose. En même temps, cela te permet d'apprendre qu'est-ce qu'un bon citoyen engagé et qui contribue à sa société. Les gens veulent consommer culture et produits américains. Ils sont attirés car les Américains vendent vraiment leur salade notamment bien avec le fait que s'ils consomment, cela va faire plus d'argent pour le gouvernement et cela va permettre de relancer les services publics du pays et le tissu social qui, eux, étaient dévastés par la guerre. Les gens vont adhérer tellement à ce message qu'il permet même de faire gagner des élections si un parti politique prône le sentiment pro-américain, notamment comme on a pu le voir en Angleterre avec la victoire des conservateurs en 1955 qui ont prôné ce message. Donc, tout le monde a maintenant un idéal de vie qui comprend de belles voitures, aller au restaurant, avoir sa pelouse, sa famille, des loisirs, de beaux habits, son chien, une grande maison, les grands centres d'achat à proximité où tout est à portée de main. Cela explique en quelque sorte la puissance de l'économie américaine. Les Européens se renouvellent, sont nouvellement
américanisés, puis sont tellement influencés par la beauté et la présence américaine, puis ils veulent vivre à tout prix comme eux. C'est vraiment le début du rêve américain, comme on l'appelle aujourd'hui. Ce rêve a fortement grandi avec l'émergence de grands films hollywoodiens qui permettaient de garder les Américains toujours au premier plan et toujours présents dans la tête de tout le monde sur la planète, et ce, dès le début du cinéma avec les films muets de Chaplin dans les années 20, avec presque étrangement aucune grosse défaite dans les films et seulement un monde rempli de victoires qui sont à moitié vraies, en réalité. Donc, son pays, vraiment, je le répète, mais c'est vraiment important, est rendu un idéal de vie grâce à ses grandes réalisations cinématographiques comme La Tour des Ambitieux de 1954, qui démontre à quel point les grands riches américains sont dominants et présents partout. Ce rêve aussi prônait de la consommation et de l'achat de masse. Si vous vous demandiez d'où venait parfois le fait que vous achetiez des choses que vous n'aviez pas nécessairement de besoin, eh bien, cette idée provient de là. Cette grande consommation est possible pour tous les pays dominés, car les Américains ont la capacité de produire, car on se rappelle, leur production est toujours restée au stade supérieur d'économie de guerre, où il fallait vraiment produire le plus possible, puis n'est jamais vraiment redescendu en bas. À titre indicatif, lorsque la production d'ordinateurs a commencé dans les années 80, les Américains étaient en capacité de mettre dans le camion de livraison un appareil aux 27 secondes. Donc, les Américains sont clairement en mesure de fournir tous les besoins européens. Ils sont capables de produire vraiment beaucoup. Et ils sont contents parce que ça ne permet pas aux Soviétiques de gagner du terrain avec leur vision de la vie que les Américains décrivent un peu comme ordinaire. Comme ils font des affaires, les Américains en profitent pour faire de la politique où les grandes compagnies américaines influencent fortement la politique en leur faveur et à celle de l'Amérique et de sa grande armée. Cela permet vraiment aux Américains de gagner du terrain face aux Soviétiques. Un des bons exemples est vraiment la reconstruction des bâtiments de l'Europe en acier. L'US Steel, la plus grande compagnie américaine d'acier, s'est imposée et comme ces grandes compagnies arrosent d'argent le gouvernement américain de l'époque, l'État américain qui produisait près de 75% de l'acier dans tout le monde au complet, n'a donc pas le choix de les choisir eux pour la reconstruction de l'Europe et non des compagnies locales qui pourraient profiter de cette occasion pour relancer l'économie du pays dévasté. Donc, une petite pression qui se fait là, vraiment, vraiment une petite pression. Donc, ce plan-là a été ralenti un peu en Allemagne et en France à cause du fait que ce n'était pas tout le monde qui adhérait au message, comme on l'a mentionné plus haut. Dans ces pays, durant la Seconde Guerre mondiale, les habitants ont cru à la propagande, on se rappelle mais des drames sont arrivés et maintenant, avec les États-Unis, ils sont méfiants car ils ont peur d'un drame à l'horizon s'ils croient à leur propagande. Donc, pour ajuster la force de leur message, les chefs américains du plan Marshall, qu'on se rappelle qui sont présents dans les bureaux, ont décidé d'y aller plus direct. Dans les épiceries, ils ont étiqueté les produits qui sont présents grâce au plan Marshall. Et les gens se sont rendus compte de l'importance du plan, car ça leur procurait, grâce aux Américains, des produits de première nécessité. Donc, les Américains sont en train de rallier les sceptiques tranquillement, pas vite. Donc, j'espère que ça vous plaît jusqu'à l'instant. On va aborder maintenant un nouveau chapitre qui est vraiment le dernier de cette vidéo d'aujourd'hui. Une région particulière, l'Indo-Pacifique, qui est vraiment le centre de la domination américaine et elle est importante. Malheureusement, tout n'est pas rose pour le système capitaliste américain. Il a toujours un revers à une médaille, comme on dit. On se rappelle que le capitalisme veut toujours la recherche du profit et que pour ces grandes entreprises qui dominent le monde, soit celles de la technologie aujourd'hui, qui sont installées dans la Silicon Valley en Californie, le peu de frais est très important. On se rappelle toujours la recherche du profit. En effet, si tu fabriques un cellulaire aux États-Unis, le profit ne serait pas présent car le salaire versé à l'employé serait trop important. Mais, soudainement, l'Asie du Sud-Est est à proximité de cette zone de développement
technologique et cela devient parfait pour produire au plus bas coût possible dans le but de toujours faire plus de profit. Encore une fois, en ayant des dépenses qui sont beaucoup moins élevées. C'est donc vraiment une région importante puis qui explique pourquoi l'État américain est aussi riche. L'Indo-Pacifique, c'est une région qui est vulnérable, mais qui est vraiment en constante émergence depuis la fin des années 80. Les Américains l'exploitent, notamment grâce au faible niveau de vie et de développement de la région, et ce, depuis leur victoire sur les Japonais dans cette région du monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La militarisation américaine de la région à la suite de ce conflit va jouer un rôle important dans la définition de la nation américaine comme puissance dominante dans la région. Certaines puissances émergentes essaient de ne pas se faire imposer l'hégémonie américaine. Ici, on parle de la Chine, qui se bat aussi pour le contrôle de cette région, mais surtout contre la présence américaine sur le détroit de Malacca, vraiment une étendue d'eau qui permet de faire fonctionner son économie rapidement en recevant toutes les ressources nécessaires à son bon et rapide fonctionnement. Elle cherche à protéger ses intérêts stratégiques et régionaux et ses nouvelles routes de la soie qui débutent tous et toutes dans cette région puis qui vont partout à travers le monde. Certains experts parlent vraiment d'une nouvelle guerre froide Chine-États-Unis. Avant, c'était les Soviétiques, mais là, c'est rendu les Chinois. Chacun des pays a ses alliés, vraiment, qui les aident à atteindre leur but. Du côté américain, il y a le Japon, l'Australie, Okinawa, la Corée du Sud, ainsi que les Philippines. Du côté chinois, il y a plein d'îles stratégiques qui sont sous influence, comme les îles Salomon, les Fidji, le Kiribati, les Tonga, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et bien plus. La stratégie de chaque côté est bien simple. S'implanter dans le plus de pays possible à l'aide d'accords économiques dans le but, à la fin, de s'implanter aussi militairement dans le pays, dans le but de dissuader ton adversaire d'avancer. Cependant, la Chine a peut-être la plus grande marine du monde, mais au niveau des hommes et au niveau stratégique, ce sont les États-Unis qui dominent. En effet, grâce à leur domination militaire, les États-Unis bloquent carrément la marine chinoise dans le Pacifique. La Chine n'a pas accès aux eaux profondes du Pacifique qui lui permettent d'atteindre les côtes ouest du marché américain, car les Américains, avec leur base militaire dans tous les pays plus hauts, et en soutenant militairement Taïwan, ils maintiennent la Chine loin du marché américain et de leur côte. C'est sûr qu'avec 375 000 militaires américains présents dans la zone, ben, ça l'aide beaucoup. Et surtout la célèbre 7e flotte américaine qui est présente dans la zone, puis les Américains font en quelque sorte peur à la Chine, mais elle ne s'en laisse pas imposer. Mais malheureusement, ça dissuade les Chinois de mener une action militaire contre un allié des Américains pour défaire cette barrière, cette fameuse barrière créée par tous les alliés américains. Bref, nous avons pu voir dans cette vidéo qu'au niveau économique, les États-Unis sont encore aussi dominants qu'avant, surtout avec un des PIB annuel dépassant les 30 000 milliards de dollars par année. Mais on peut voir qu'ils sont encore pas tant dominants parce que, chose qui faisait à merveille depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça démontre ça parce que depuis les échecs en Afghanistan puis en Irak, mais un échec qui semblait impossible à cause de la domination et la doctrine de victoire que les Américains mettaient longtemps et du financement qu'ils disposent pour toujours développer de nouvelles armes puissantes, bien là, ça remet en question le système capitaliste à cause de ces défaites. Puis un groupe de pays veut vraiment prouver le contraire et qui peuvent dominer en proposant une nouvelle ordre mondiale, une nouvelle vision, un nouveau système monétaire. Puis il prend ses racines en Asie. Les BRICS, qui sont menés par la première marine au monde, les Chinois qui augmentent désormais leur marine 4 fois plus vite que les Américains qui aujourd'hui comptent près de 360 bâtiments, la marine chinoise. Ils sont aussi en mesure de développer des armes de dissuasion qui sont en mesure de percer les armes de défense américaines qui, eux, manquent de plus en plus de perfectionnement. Il y a trop de dossiers à gérer pour les Américains.
Ce phénomène d'un monde qui n'est plus unipolaire est de plus en plus visible, surtout avec des politiques comme celle de Donald Trump, nouvellement élu président des États-Unis, qui prône une politique de l'America First, l'Amérique d'abord, ce qui donne le champ libre à de nouvelles puissances de s'imposer comme un nouveau patron, car les Américains sont absents. Mais avant, ce n'était pas possible parce que l'Amérique était vraiment partout. Ça pourrait être vraiment ça, un sujet intéressant pour la prochaine vidéo. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Donc, les amis, c'est déjà la fin, mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vraiment, débattez avec plaisir dans les commentaires, mais n'oubliez pas la liberté d'expression. Tout le monde a son opinion. Même si vous n'êtes pas d'accord, il faut le respecter. Vraiment, soyez simplement courtois. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires sur la vidéo, les bons comme les moins bons, parce que je cherche moi aussi à m'améliorer constamment et à vous offrir du contenu de meilleure qualité au fil de vos vidéos à regarder. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées de sujets que vous aimeriez que cette chaîne aborde. Vraiment, toutes les idées sont les bienvenues. Je suis passionné de pas mal tout, donc je veux vraiment parler de tout. Des très belles vidéos s'en viennent très vite. Sur ce, dans la prochaine vidéo, c'est clair, net et précis que j'ai l'info que vous voudrez. Si vous voulez en savoir plus, mes sources sont en description. N'oubliez pas que l'information, c'est le pouvoir. Donc, restez informés. On se revoit dans la prochaine vidéo. Passez une fin de journée ensoleillée de tout ce que vous désirez. Bye bye!